Bien, donc là nous passons tout de suite donc, à un exercice pratique, le premier exercice pratique. Vous voyez, et ce qui m'intéresse, encore une fois, je vais vous présenter les différents éléments qui composent la matrice de manière progressive, dans l'ordre. Donc ça se fait chronologiquement et successivement. Mais en même temps, ce qui m'intéresse également, c'est que nous allons nous interroger sur l'énonciation. Vous voyez, c'est-à-dire la démarche en elle-même, la formule que nous allons utiliser, les termes que nous allons utiliser. Rappelez-vous, on l'a toujours dit, lorsqu'il n'y a pas de concept, lorsqu'il n'y a pas de concept rigoureux, tout discours scientifique n'est que du bavardage. Donc nous avons besoin de concepts précis. Et là aussi, nous allons commencer par l'intitulé. Vous le voyez, je vous l'ai toujours dit, lorsque vous présentez et vous faites un exposé en utilisant un diaporama, ne donnez jamais à votre auditoire un texte en bloc, parce qu'il va se transformer tout simplement en lecteur. Et si votre auditoire se transforme en lectorat, il ne vous prêtera plus attention. Donc c'est pour cela que finalement, je n'utilise pas, j'allais dire, une animation, mais beaucoup plus ce qui est de manière tout à fait sobre. C'est moi, quelque part, qui manipule votre attention. Vous voyez, puisque je vous donne la chose au fur et à mesure. Donc, exercice pratique 1. J'utilise différentes couleurs parce que le recours à la couleur, ce sont des stratégies. Ce sont des stratégies à la fois de visibilité, de lisibilité et indirectement, ce sont également des stratégies argumentatives qui me permettent ou qui me garantissent en tant qu'orateur que tout simplement mon auditoire m'aura compris. Vous voyez, puis il suit un certain raisonnement. Donc là aussi, nous allons commencer par l'intitulé. Et là, c'est un préliminaire. Donc là aussi, j'utilise les couleurs, encore une fois, pour attirer votre attention. Donc les éléments qui sont en couleur, généralement, c'est ce que vous devez retenir, c'est ce que vous devez mémoriser. Et de manière plus ou moins directe, ça vous facilite le résumé. Donc, avant d'arrêter l'intitulé de ma recherche, et là vous le voyez, j'utilise un adjectif possessif. Pourquoi? Parce que mon travail, je dois me l'approprier. S'il n'y a pas cette appropriation ou réappropriation d'un contenu, eh bien il n'y a pas de travail personnel. Puisque ce travail, il doit être personnel. Vous voyez? Bien, donc avant d'arrêter l'intitulé de ma recherche, dans le cadre de la réalisation d'un mémoire de Master 2. Et là, au plan de l'énonciation, c'est quoi? C'est une incise, puisque ce segment de phrase est placé entre deux virgules. Ça me permet déjà de contextualiser, de préciser. C'est une précision d'envergure. Donc, avant d'arrêter l'intitulé de ma recherche dans le cadre de la réalisation d'un mémoire de Master 2, j'ai choisi. Puisque j'ai choisi, et la méthodologie, c'est d'abord un certain nombre de choix que vous faites, mais ces choix doivent impérativement être assumés. C'est ça, être responsable, c'est me porter garant. Donc j'ai choisi, et lorsqu'on choisit, cela signifie que vous avez une pleine conscience de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous êtes en train d'entreprendre. Quelqu'un qui n'en est pas conscient ne peut pas avoir choisi. Vous voyez, il y a un état de conscience qui est là, qui est évident. Donc j'ai choisi parce que j'assume, il y a une subjectivité qui est là. J'ai choisi mon thème, à savoir ici, là je vous donne le thème, donc en italique, la carte postale de la période coloniale en Algérie. Vous voyez, c'est le thème à partir duquel nous allons travailler. J'aurais pu tout simplement dire la carte postale, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons une réflexion en entonnoir, mais nous avons déjà commencé à préciser le contexte dans lequel ça va se faire. Vous voyez, il s'agit de la carte postale, mais pas de n'importe quelle période, je précise de la période coloniale, et en Algérie. Pourquoi est-ce que j'apporte toutes ces précisions? Eh bien, parce que tout simplement, le fait d'apporter ces précisions-là, en fait, ça va délimiter mon champ d'intervention. Ça va déjà aussi, dans un premier temps, m'orienter en ce qui concerne mes choix méthodologiques. Et puis, quelque part, le fait que je dise la période coloniale. C'est-à-dire que je le veuille ou que je le veuille, pas dans un premier temps. Ne serait-ce que pour la recherche documentaire, je suis obligé d'adopter une approche historique. Vous voyez, c'est-à-dire en faisant référence à l'histoire. Ensuite, il ne s'agit pas de n'importe quel lieu, il s'agit de l'usage de la carte postale durant la période coloniale, mais en Algérie. On pourrait avoir un autre usage dans un autre lieu. Donc, il faut délimiter son champ d'intervention, puisque lorsque vous abordez un objet d'étude, vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas l'aborder sous tous ses aspects.
Vous devez choisir un aspect en particulier pour des raisons tout à fait pratiques. Donc, point, longuement réfléchi. Il y a une réflexion. Ce longuement réfléchi, il correspond à quoi? Il correspond tout simplement à la phase de la recherche documentaire. Et il correspond à la revue de la littérature. C'est pour cela qu'il est longuement réfléchi. Donc, longuement réfléchi et précisément orienté. Pourquoi précisément? Lorsque vous avez collecté vos documents, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Vous sélectionnez. Pourquoi? Parce que pour des raisons pratiques, vous n'allez pas tout retenir. Vous êtes obligé de procéder à une certaine forme de sélection. C'est pour cela que je dis précisément orienté. C'est cette sélection. Mais n'oubliez pas, c'est qu'on pourrait par exemple donner la même thématique à des groupes différents d'étudiants, leur donner les mêmes références bibliographiques, mais en fonction des choix qu'ils auront faits, c'est-à-dire ils ont choisi tel ou tel passage, ils ont choisi telle ou telle citation, eh bien en fonction de cette orientation, l'interprétation sera différente, puisqu'elle sera personnelle. Et parce que l'interprétation, elle sera différente, qu'est-ce qu'elle a déjà conditionné? Elle a déjà conditionné les résultats que je vais pouvoir obtenir. Parce qu'en vérité, les résultats, ils dépendent tout simplement de la valeur de mon corpus, de la représentation que j'ai de ce même corpus, et tout simplement aussi des limites de ce corpus. Voyez? Donc c'est pour cela que, en limitant tel ou tel corpus, je n'aurai pas la prétention de dire je vais forcément généraliser mes résultats. Non, c'est pour cela que je dois me donner des limites. Donc longuement réfléchi et précisément orienté, mon thème, encore une fois, c'est la subjectivité qui est là, c'est mon thème, je dois me l'approprier. Mon thème est transformé. Je suis obligé de transformer. Et que veut dire transformer? Le préfixe trans, cela signifie que vous passez d'un état à un autre état. Donc la transformation, c'est un changement au niveau de la forme elle-même. Et transformer et devient. Il y a un devenir. Vous savez que nous avons 3 états naturels. Le premier état, c'est l'être, donc tout ce qui est valeur intrinsèque. Le deuxième état, c'est l'avoir, tout ce qui est extrinsèque, donc extérieur à vous. Et puis le passage de l'un à l'autre, c'est le devenir. Donc 3 choses caractérisent l'être, donc l'être, le devenir et l'avoir. Donc ça devient un sujet. Ce n'est pas le sujet, je n'aurai pas cette prétention. C'est un sujet tel que moi, je me le représente. Donc ça, c'est par rapport donc, à mon intitulé et qui est là, qui est le suivant. La carte postale et son apport. Vous voyez, et là je le fais exprès, non pas parce que je n'avais pas de place, non, c'est que je suis en train de le présenter au niveau de titre. Et le niveau de titre me permet d'articuler tout simplement ma pensée, donc d'avoir une meilleure lisibilité, une meilleure visibilité. Parce que finalement, qu'est-ce qui m'intéresse? Mon point de départ, c'est la carte postale. Mais en quoi est-ce qu'elle m'intéresse? Par rapport à son apport, qu'est-ce qu'elle va apporter? Mais encore une fois, par rapport à quoi? À la légitimation de la mission civilisatrice de la France en Algérie. Vous voyez, le titre est assez simple, mais il est déjà orienté, suffisamment orienté. Il nous donne toutes les précisions nécessaires. Mais n'oubliez pas, vous le constatez, il n'y a pas de ponctuation finale. Il n'y a pas de ponctuation finale, sauf dans le cas où c'est une interrogation, parce que c'est un terme, ce n'est pas un énoncé, ce n'est pas une phrase, ce n'est pas un paragraphe. Vous voyez? Bien. Donc, je l'ai organisé au niveau du titre. La carte postale et son apport. La chose sur laquelle on pourrait s'intéresser, si par exemple nous sommes spécialistes en sciences du langage, c'est de se poser la question de savoir, mais quelle est la valeur de la conjonction de coordination? Quelle est la véritable valeur de « et » Est-ce que c'est une opposition? Est-ce que c'est une somme? Est-ce que c'est une addition? Est-ce que c'est une confirmation? Est-ce que c'est une chronologie? Est-ce que c'est un contraste? C'est à vous de le déterminer, de l'expliciter. Donc la carte postale, parce que j'en parle en tant que support de manière absolue, c'est pour cela que je l'ai mise, donc avec un déterminant défini, c'est un substantif au singulier. La carte postale et son apport à quoi? À la légitimation de la mission civilisatrice de la France d'Algérie. Tous les mots-clés du titre sont au singulier, parce que nous présentons une situation idéale, dans l'absoluté, et qu'il va falloir relativiser. Donc retenez bien ce titre s'il vous plaît pour qu'on puisse passer à la suite. Là c'est mon intitulé. Tout à l'heure je vous avais présenté donc les différents thèmes que vous-même en tant que collègue vous avez proposé
à nos étudiants de master en sciences du langage et en littérature et civilisation. C'est pour cela que nous devons penser raisonnablement les intitulés. Les intitulés doivent être suffisamment précis. Pour quelle raison? Parce que c'est ce que nous allons communiquer tout simplement à notre administration et à nos instances scientifiques pour qu'elles puissent les valider, et puisque par la suite, on n'a plus pratiquement la possibilité de les remanier ou de les changer. Donc c'est pour cela que, en tant qu'encadrant, en tant que directeur de mémoire ou directeur de thèse, vous êtes responsable de la formulation, de la première formulation. Il s'agira bien entendu peut-être de la négocier par la suite avec vos étudiants. Donc retenez cet intitulé s'il vous plaît. Bien, le champ de recherche. J'ai un intitulé. Pour que je puisse en faire quelque chose de scientifique, je dois savoir dans quel sens est-ce que je vais le travailler. Donc la carte postale et son apport à la légitimation de la mission civilisatrice de la France en Algérie. Vous allez me dire, mais M. Dachau, vous êtes en train de vous répéter. C'est intentionnel. Parce que plus je me répète et plus je m'imprègne de chaque terme de mon intitulé. Plus je m'imprègne et plus ma réflexion est en train de s'approfondir parce que j'essaie d'établir des rapports de plus en plus précis entre chacun des termes. Voyez, et entre les différents termes. Pourquoi légitimation avec mission? Pourquoi mission et civilisatrice? Pourquoi carte postale et apport? Vous voyez, à chaque fois que je me répète, je m'imprègne davantage. Bien. Mon champ de recherche. Et encore une fois, c'est l'usage de l'adjectif possessif parce que tout simplement, je dois me l'approprier. Donc, mon champ de recherche touche à l'étude socio-linguistique critique des idéologies. Voyez? Et ça, s'il vous plaît, ce n'est pas les étudiants qui vont le découvrir par eux-mêmes. C'est ce que vous devez leur proposer. Et ça, c'est ce que je vous demande de faire, ce canevas. Soit vous le préparez en tant que pré-projet, vous-même, et vous l'explicitez aux étudiants que vous encadrez, soit vous reprenez ce canevas-là, vous leur proposez le thème, mais les différents éléments qui composent le canevas, vous allez les négocier au fur et à mesure avec eux. Vous voyez, vous allez les négocier. Mais attention, les étudiants master n'ont pas une conscience claire des choses. Leur vision est encore assez limitée. Donc c'est à vous de la préciser. Donc ici, j'attire votre attention, c'est l'étude, pas n'importe quelle étude, socio-linguistique, mais pas n'importe quelle socio-linguistique, c'est l'étude socio-linguistique critique des idéologies. Et là, bien entendu, si je n'ai pas suffisamment d'éléments d'information, il va falloir que j'entame la recherche documentaire. Qu'est-ce que la sociolinguistique? Qu'est-ce qu'une étude sociolinguistique? Qu'est-ce qu'une étude sociolinguistique critique? Et qu'est-ce que la critique des idéologies? Donc j'ai déjà des mots-clés qui vont permettre d'aller de l'avant. C'est bon? Le constat. Si je me suis intéressé au thème et si je l'ai orienté, c'est que quelque part, il y a une étincelle qui est surgie, il y a quelque chose qui m'a incité. Encore une fois, je vous répète le titre. Et là, chaque terme est à sa place. Et c'est pour cela aussi que, pourquoi tout à l'heure j'avais précisé avec M. Hamdaoui que nous sommes en train de travailler sur l'énonciation, même si vous êtes en littérature civilisation. C'est d'abord un travail d'énonciation. C'est un travail sur le langage, c'est un travail sur l'argumentation, c'est un travail sur la conceptualisation. Donc vous êtes responsable de chaque terme que vous utilisez et de chaque formulation de la phrase. Vous avez une phrastique et vous respectez certains principes de la phraséologie. Certains instruments et médiateurs de la culture sont constamment détournés de leur fonction première. On s'arrête là. Il faut aller progressivement. On n'a pas la prétention de prétendre qu'il s'agit de tous les instruments. Non, c'est certains instruments. Ensuite, qu'est-ce que nous avons dit? Les médiateurs. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit certains médiateurs? C'est pour déjà montrer, insister sur le fait qu'un médiateur est d'abord un instrument. Et un instrument, c'est un outil que vous allez utiliser, que vous allez manipuler. Et la manipulation, elle dépend tout simplement de votre savoir-faire et de votre savoir-agir, de votre savoir-être aussi. Donc, certains instruments, parmi lesquels les médiateurs. Mais qu'est-ce qu'un médiateur? C'est d'abord un média. Et quel est l'intérêt du média? Le média, c'est une sorte d'intermédiaire entre moi et la chose. Lorsque vous dites immédiatement, réellement immédiatement cet adverbe, qu'est-ce que cela signifie? Immédiatement, c'est le contraire. Non, immédiatement. C'est vrai, actuellement, lorsque vous dites à quelqu'un, vous le faites de manière immédiate, c'est-à-dire tout de suite. Mais réellement, non.
Littéralement, immédiatement, c'est-à-dire il n'y a pas d'intermédiaire entre nous. Il n'y a pas de média. Parce que qu'est-ce que le média? C'est ce qui me permet de... C'est la passerelle qu'il y a. Donc immédiat, sans média entre nous. Donc il n'y a pas d'intermédiaire. C'est un direct, un face-à-face. Donc certains instruments et médiateurs de la culture sont constamment... Vous êtes responsable aussi de l'adverbe. Constamment. Indique quoi? C'est la temporalité. Mais pas simplement la temporalité. C'est la fréquence aussi. C'est la périodicité. Et là, c'est une affirmation. C'est une affirmation que vous devez soutenir. Parce qu'on pourrait dire, certains instruments médiateurs de la culture sont détournés. Mais ça me dérange si je n'ai pas cette précision de temps. Entre sont détournés et sont constamment détournés, c'est un point de vue que vous avancez. C'est une hypothèse quelque part que vous avez formulée sans le savoir. Nous sommes déjà dans l'hypothèse. Donc, sont constamment quoi? Détournés. Détourner, qu'est-ce que cela signifie? Vous savez, vous qui êtes en sciences du langage, n'importe quel objet a ce qu'on appelle une fonction première. Si vous le détournez, qu'est-ce que cela signifie? Il aura une seconde destination. La destination, ce n'est pas simplement le lieu où vous allez parvenir. La destination, c'est la chose, c'est la fonction que vous proposez à, tout simplement, à l'objet. Donc voilà à quoi sert la carte postale. Je la détourne, donc je vais faire un autre usage. Vous voyez, c'est ça. Donc, sont constamment détournés quoi? De leur fonction première. Par qui? Les pouvoirs. Par les pouvoirs. Colonial. Pouvoir, c'est... Non, dans un premier temps, c'est tout le monde et n'importe qui. Parce qu'après tout, on a précisé certains instruments. Mais est-ce qu'on les a nommés? Mais non, il faut y aller progressivement. Donc, par les pouvoirs en place. C'est-à-dire dans la synchronie. Pas les pouvoirs qui étaient... Non, non, ceux qui sont en place, par les pouvoirs en fonction de votre contexte, hein, c'est en fonction du contexte. Donc par les pouvoirs en place, qui quoi? Qui on use. Pourquoi est-ce que je n'ai pas dit qui utilise? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit utiliser? On a dit user. Utiliser. Plusieurs très palpables. Pas simplement cela. La finalité. Vous avez un savon. Vous l'utilisez chaque jour. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il est usé. Il est usé. Oui. C'est-à-dire qu'il perd de la matière. Oui. À chaque fois, il réduit de volume. Donc c'est pour cela aussi, à force d'utiliser un même instrument, il va s'émousser. Vous savez, un instrument au départ, lorsque vous achetez un mouchoir, il est rugueux, n'est-ce pas? Mais de lavage en lavage, qu'est-ce qu'il devient? Les fibres, elles vont devenir de plus en plus souples. Tellement souples qu'à un certain moment, il va y avoir un relâchement et le tissu va se déchirer. Donc à trop utiliser un instrument, vous l'épuisez tout simplement. Il n'aura plus sa valeur. C'est comme un élastique. Au départ, il est fort. Mais après un certain nombre d'utilisations, il va y avoir un relâchement. Il ne va plus accomplir son travail. Pourquoi est-ce qu'il a été... Donc, par les pouvoirs en place qui en usent, mais attention, selon leurs seules ambitions. Pas selon la volonté des autres. Non, non, non. Selon leurs seules ambitions. De quoi? De pérennité. Et pérennité, ça me renvoie à quoi? Vous dites de quelque chose qu'elle est pérenne. Elle dure. Elle dure. Et pérennité doit vous rappeler quoi? Doit vous rappeler quoi? L'éternité. L'éternité, oui, mais par rapport à ce que moi j'ai écrit. Le pouvoir politique. Oui, mais encore par rapport aussi à l'adverbe que j'ai utilisé constamment. Constamment. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'on a utilisé constamment? Parce que par la suite, il y a le mot pérennité. Vous voyez? Enlever l'adverbe et pérennité n'a plus aucun sens. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes responsable de la phrastique. Vous êtes responsable de la phraséologie. Vous êtes responsable des termes que vous utilisez. Il doit y avoir une logique qui est là. Si j'utilisais constamment, ce n'est pas par hasard. Parce que par la suite, je retrouve cette idée dans pérennité. Donc certains instruments médiateurs de la culture sont constamment détournés de leur fonction première par les pouvoirs en place qui ont eu selon leurs seules ambitions de pérennité. Point virgule. J'aurais pu mettre un point. Mais pourquoi est-ce que nous mettons un point virgule? Nous mettons un point virgule au lieu d'une virgule parce que nous savons qu'il y a un lien entre la première idée et la deuxième idée. Vous voyez? Et tout de suite après, tel est le cas. Et là, je vais préciser quoi? Mon instrument, le médiateur,
Je vous donne un cas parmi tous les instruments militaires qui existent. Tel est le cas de la carte postale de la période coloniale, qui, abordée chronologiquement, là aussi, qu'est-ce que je suis en train de... Je vous ai déjà donné mon approche. Je suis en train de donner des éléments de méthodologie qui abordés chronologiquement, peu vers de modalités. C'est une possibilité qui peut se concrétiser comme elle peut ne pas se concrétiser, qui peut se réaliser comme elle peut ne pas avoir lieu. Vous voyez, qui peut, mais attention, après coup, et là encore après coup, c'est quoi? C'est l'idée de temporalité aussi, qui peut après coup se transformer en véritable quoi? Document historique. Document historique pour qui? Pour moi, qui le considère en tant que tel. C'est moi qui le considère en tant que document historique. C'est moi qui n'appartiens pas à cette époque, mais qui l'interroge. Mais au départ, est-ce qu'il était un document historique? Non. Il est devenu document historique. Mais pour qui? Pour moi, qui après coup peut se transformer en véritable document, pas simplement document, en véritable, et je suis responsable de chaque adjectif que j'utilise, en véritable document historique. Quoi? Pourquoi je le considère comme étant un véritable? Parce qu'il sera révélateur. Que veut dire révélateur? Il va me montrer certaines vérités. Voyez? Un véritable document historique révélateur de quoi? De l'état d'esprit d'une époque. Marx, dans sa définition de ce qu'il a appelé lui-même la jahiliya, il a repris littéralement la jahiliya. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'esprit d'une époque sans esprit. Donc, un véritable document historique révélateur de l'état d'esprit d'une époque. Et combien y a-t-il de phrases? Il n'y a qu'une seule phrase. Combien y a-t-il de paragraphes? Il n'y a qu'un seul paragraphe. Et j'ai tout dit. J'ai tout dit. Et tout est là. Pourquoi est-ce que lorsqu'un pré-projet, un avant-projet, il est bien rédigé? C'est un squelette. Et tout le travail de nos doctorants, de nos mastérants, consiste à habiller ce squelette. Lorsqu'il est bien conçu, toutes les réponses, vous les avez déjà là. Toute la démarche scientifique est là. Et donc, il vous appartient, en tant que directeur de mémoire ou de thèse, d'en faire prendre conscience, une pleine conscience à vos étudiants. Tout est là. C'est pour ça que c'est essentiel de le réaliser concrètement. Vous voyez, on a une seule phrase, là, finalement. Vous voyez, ça, c'était le constat. Le constat, c'est ce qui va justifier, ce qui va motiver aussi. Bien, donc la problématique. La problématique. Et là, encore une fois, puisque j'ai un sujet, j'ai un thème, il n'y aura qu'une seule problématique. Ils n'ont pas, comme on a l'habitude de l'affirmer, plusieurs problématiques. Bien. Cette problématique, en fait, je vais l'asseoir sur un certain nombre d'éléments. Au-delà de l'invitation au voyage, et l'invitation au voyage, c'est justement la fonction première d'une carte postale. C'est ça sa fonction première. Elle vous permet de voyager. Là, vous êtes là et quelqu'un vous l'envoie. Il vous dit, voilà, je suis dans tel ou tel lieu, tu peux l'admirer, etc. Donc, au-delà de l'invitation au voyage, que peuvent, c'est une possibilité, une hypothèse que nous envisageons, que peuvent bien nous apprendre, pas la carte postale, les cartes postales. Pourquoi? Parce que je suis en train de constituer mon échantillon et mon corpus. Parce que je ne peux pas prétendre à faire quelque chose de rigoureusement scientifique si je n'ai pas cette relativité, si je n'ai pas ce pluriel. Je ne peux plus travailler avec ce singulier. Je ne peux pas dire la carte postale. Je suis obligé de parler des cartes postales maintenant pour constituer tout simplement mon échantillon, mon corpus. Donc vous voyez, ce passage du singulier au pluriel. Bien. Au-delà de l'invitation au voyage, que peuvent bien nous apprendre les cartes postales, pas n'importe lesquelles, de la période coloniale, mais sur quoi? Sur l'histoire de l'Algérie. Vous voyez comment est-ce que vous êtes en train de construire progressivement la chose, mais de manière tout à fait raisonnable. Ensuite, s'il y a une histoire, il y a forcément une idéologie.
quelle idéologie véhicule-t-elle? Soit ces cartes postales, elles véhiculent une idéologie, soit elles la reconduisent. Quelle différence y a-t-il entre véhiculer et reconduire? C'est une question de temps. Parce que si elles reconduisent, c'est-à-dire que c'est toujours valable. C'est toujours valable. Vous voyez? Infini. Quel discours aussi, oui, se donne ainsi à lire en filigrane, parce que ce n'est pas un discours direct. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un discours direct, c'est un discours en filigrane? Parce que nous l'avons dit, la fonction première de la carte postale est d'inviter au voyage. Ce n'est pas d'être un document historique. Document historique, c'est ce qu'elle devient par la force des choses, par la suite. Mais attention, sous le regard de l'historien, sous le regard de l'archéologue, sous le regard de l'architecte, tout ce que vous voulez, c'est moi qui en fais un document. Elle n'est pas un document par excellence. Dans quel discours se donne ainsi à lire en filigrane de ces images? Une carte postale est d'abord une image, n'est-ce pas? C'est une image. De ces images et des représentations. Lorsque vous prenez un paysage en image, lorsque vous photographiez quelque chose, il y a forcément une représentation. Elle peut être inconsciente comme elle peut être consciente, volontaire ou involontaire. Mais l'essentiel, là où il y a une image, ce n'est pas objectif. Il y a forcément une représentation. Donc, filigrane de ces images et des représentations implicites qui sont suscitées, qui sont provoquées. Et pourquoi est-ce que j'ai utilisé le terme représentation? Parce que sinon, je ne pourrais en aucun cas justifier le fait que ce soit un document historique. J'affirme que c'est un document historique ou c'est devenu un document historique parce que derrière, j'ai été capable d'en retrouver les représentations. D'accord? Bien. Et par conséquent, permet-elle, cette fois-ci, c'est la carte postale en tant que support, en tant que genre, permet-elle de découvrir? Que veut dire découvrir? Et là aussi, enlever le couvercle, enlever le voile. C'est ça, découvrir. Ce n'est pas simplement partir à la recherche de la chose, non. Lorsque je découvre, j'enlève le voile, j'enlève le couvercle. De quoi? Sur ce qui était masqué. Il y avait quelque chose de masqué, de caché. Dissimulé. Oui. Permet-elle de découvrir une histoire visuelle, hein, pour qu'exemple, ce sont des images de la colonisation de l'Algérie. Donc si vous posez les questions essentielles, tout le travail est déjà là, il est fait. Bien, première référence. Je vous l'ai dit, je dois légitimer. Je dois légitimer. Si j'ai pu aboutir à toutes ces premières hypothèses, ces premières idées, c'est que forcément j'ai consulté des documents auparavant. Voilà un document, voilà ce qu'il nous dit. La carte postale permet de découvrir les transformations qui touchent le paysage urbain et rural, l'architecture des grandes villes, le développement des infrastructures de transport ou encore tout simplement ce qui a fait la réputation d'un lieu et a su séduire ses visiteurs. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la colonisation? Peu importe, mais c'est quelque chose qui a suscité mon intérêt, qui m'a interpellé. Et là, puisque c'est une citation, je l'ai mise entre guillemets, puisque c'est un énoncé, ce n'est pas moi qui l'affirme. Ensuite, le 3 points de suspension entre crochets, pas entre parenthèses, cela signifie que j'ai enlevé un segment. Mais attention, vous enlevez le segment sans falsifier la pensée de l'auteur. Ne faites jamais dire à un auteur ce qu'il n'a jamais dit. Vous n'avez pas le droit. Sinon, vous devenez des faussaires. Et là, bien entendu, ici, c'est des archives que j'avais consultées, donc histoire, documents, iconographie, carte postale. Et là, vous comprenez, par exemple, pour quelle raison, à certains moments, j'ai affirmé que la carte postale devient un document historique. Oui, c'est à partir des lectures préalables que nous avons faites. Donc ça, c'était la première référence. Bien, la problématique. Tout à l'heure, c'était des questions que je m'étais posées. À partir de ces questions-là, j'ai ramassé, j'ai fait une synthèse, et voilà quoi ce que j'ai abouti. Que peut, objectivement, que veut dire l'objectivité? Quand est-ce qu'une chose peut être considérée comme étant objective? Sinon, elle relève de la subjectivité. Scientifiquement, une chose est considérée comme étant objective lorsque vous la soumettez à la procédure d'expérimentation, vous vérifiez
et selon un protocole. Tout ce qui est reproductible expérimentalement par quelqu'un d'autre en dehors de moi-même, suivant un protocole que j'ai présenté, c'est considéré comme étant objectif. S'il ne peut pas le reproduire, s'il est incapable de mettre en application le protocole ou s'il le met en application et il aboutit à des résultats différents, ce n'est plus objectif. C'est de la subjectivité. D'accord? C'est quoi l'éducation? J'ouvre des parenthèses. Qu'est-ce que l'éducation? Définissez-moi l'éducation. C'est quoi l'éducation? C'est modifier un comportement, c'est modification au niveau d'un comportement. Le problème, c'est que nous nous en tenons toujours aux définitions que nous a données l'université. Oubliez tout ce que vous avez appris à l'université. Et voilà ce que Jean Guénaud, il nous dit de l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation? L'éducation a pour but de protéger qui? Les parents. De quoi? Du regard de leurs enfants. Vous voyez? L'éducation a pour but de protéger les parents du regard des enfants. Ok? Que peut objectivement nous apprendre quoi? La carte postale. Et là, je reprends les termes chaque fois. Je dois me répéter. Et c'est ce qui fait la différence entre la démarche anglo-saxonne et l'approche francophone. L'approche francophone, elle est faite de cloisonnement. Elle est faite de synonymie. Tellement de synonymes en synonymes que ça devient ridicule parce qu'on se contredit. L'approche anglo-saxonne, et Madame la Présidente du Conseil scientifique de la faculté en tant que spécialiste du domaine est là, eh bien, s'il faut répéter 36 fois le même terme, on le répétera pour éviter toute ambiguïté. Pour éviter toute ambiguïté. Dans la démarche anglo-saxonne, quelqu'un a utilisé, a essayé, a vérifié un concept. Je vois si c'est valable. C'est valable, je le garde. Pour la pensée francophone, non. Le même phénomène, la même idée, 36 concepts différents. Et on ne sait plus qui a raison. La démarche anglo-saxonne, elle est pragmatique. C'est pragmatique. Pourquoi perdre du temps? Non. Ne jamais dépenser de l'énergie physique ou intellectuelle pour rien. L'économie de la langue également. Donc, que peut objectivement nous apprendre la carte postale de la période coloniale? Je me répète, parce que je précise, sur quoi? Sur la vision. Pourquoi vision? Parce que tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Représentation visuelle. Donc, vision. Que peut objectivement nous apprendre la carte postale de la période coloniale sur la vision d'une altérité algérienne? Altérité, c'est l'autre. L'altérité algérienne, mais attention, faussée et péjorative. Qui le dit? Désormais, c'est moi qui le dis en tant que chercheur. C'est moi qui estime qu'elle est faussée et qu'elle est péjorative, selon le regard que je portais dessus. Mais attention, je veux aussi aborder au traité de la chose de manière objective, sinon on pourrait me le reprocher. Donc, que peut objectivement nous apprendre la carte postale de la période coloniale sur la vision d'une altérité algérienne faussée et péjorative? Mais attention, propagée. Là aussi, c'est quelle idée? C'est le temps. Et tout à l'heure, propager. J'ai utilisé deux autres verbes. Véhiculer et reconduire. Propager, véhiculer et reconduire. Est-ce que vous voyez comment est-ce que j'ai construit mon édifice progressivement? Chaque terme que j'utilise, il trouve sa place. Il est soutenu par ce qui lui succède ou ce qui lui précède. Donc, faussé, péjoratif, propagé, sous quoi? Sous l'effet de la légitimation de la colonisation. Ouais. Parce que la colonisation, elle a voulu légitimer. Et en légitimant, j'affirme qu'en utilisant la carte postale d'une certaine manière, elle a voulu légitimer également. Ce que vous constatez, c'est qu'ici, ma problématique, elle est sous forme de point d'interrogation. C'est une question. Ce n'est pas toujours le cas. Dans le cas où vous avez éventuellement une problématique interrogative, vous n'avez plus besoin de questions de recherche. Dans le cas où c'est une affirmation, elle est négative, elle est déclarative, vous pourriez avoir besoin d'une sous-question. Donc ce sont des choix de méthodologie. C'est bon? Retenez cette... Oui. Monsieur Dahou, à un moment, à la page 7, vous avez vu la problématique. Là, vous avez mentionné plusieurs questions. Oui. Et encore à la page 9, vous avez encore évoqué la problématique avec une seule question. Donc, et là, c'est généralement le problème qui se pose par rapport aux étudiants. Est-ce que la problématique, c'est la question?
Et c'est quoi la différence entre problème, problématique et question de recherche? Donc c'est ce qui pose énormément de problèmes chez les étudiants. Moi, j'avais enseigné la matière de corpus problématique et méthode, et j'ai appris que le problème provient de ce état d'inconnaissance. Donc j'ai un certain nombre de connaissances, et dès qu'à un moment je tombe dans ce vide-là, dans ce gap-là d'inconnaissance, c'est là où le problème se pose. Et la question de recherche, ce n'est qu'une reformulation. Et je leur ai toujours dit que la problématique, c'est tout le raisonnement qui nous a mené à formuler une question de recherche. Exactement, Voilà. vous avez tout à fait raison. La problématique n'est pas le problème. Voilà. Quand est-ce que Et la ce n'est pas problématique, non quand est-ce plus que la la question de problématique elle recherche. intervient? C'est lorsque j'ai problématisé pour me répéter mon problème. Voilà. Le problème il se pose parce que tout simplement on doit trouver une solution quelque part à tel ou tel phénomène. Vous voyez? Mais la problématique ne correspond pas forcément, comme vous voulez dire, à la question de recherche. La question de recherche n'est que la concrétisation, c'est l'aspect tout simplement visible de l'iceberg ou c'est l'aspect concret de la problématique. La problématique, de manière générale, peut être considérée comme étant le fil d'Ariane. Voilà. C'est le fil d'Ariane qui C'est un permet toute processus, cette construction-là. C'est un processus. Donc, parce que, comme vous l'avez dit, selon les pages, je vous ai donné tel ou tel aspect. J'ai donné des 3 questions, ensuite j'ai donné... Non, là, parce que je suis en train de vous montrer comment est-ce que j'ai construit progressivement la problématique. C'est pour vous dire que finalement, dans un pré-projet, il ne s'agit pas de se dire que c'est un seul jet. Et ça vient d'un seul jet. Non, c'est des constructions progressives. Voilà. C'est pour cela que je vous ai montré ce lien logique, ce fil d'Ariane que je suis en train de tisser. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois je vous dis par exemple, pourquoi est-ce que j'ai utilisé propager? C'est parce que j'ai utilisé véhiculer, parce que j'ai utilisé reconduire. J'ai utilisé constamment parce que j'ai utilisé pérennité. C'est le fil d'Ariane. D'accord. Vous voyez, c'est cette construction. Parce que le plus difficile pour un étudiant, ce n'est pas de lui donner le résultat, ça ne va pas le convaincre. C'est de lui montrer comment est-ce qu'on a édifié la chose, comment est-ce qu'on l'a construit. C'est pour cela aussi, vous avez l'impression que je suis en contradiction avec moi-même. Non, je suis en train de vous donner comment est-ce que la problématique finale, entre guillemets, elle a découlé d'un certain questionnement qui a précédé. Là, ce qui m'intéresse, comme on l'a dit tout à l'heure avec Dr Hamlaoui, c'est la démarche. Je suis en train de vous faire prendre conscience de la démarche méthodologique. Vous voyez? Et donc, cette contextualisation du thème choisi m'incite à formuler la problématique suivante. Qu'est-ce que la contextualisation? Ce sont les 3 questions que j'ai posées préalablement. D'accord. C'est-à-dire que cette problématique est le résultat de quelque chose qui a précédé. C'est une causalité. C'est comme s'il y avait une certaine forme de déterminisme. En quelque sorte, cette contextualisation, c'est cet état de connaissance que j'ai déjà. C'est une synthèse, que j'ai c'est une déjà par synthèse, rapport exactement. à Voilà. tout ce thème que C'est je des veux connaissances traiter. préalables. C'est des D'accord. connaissances préalables. Mais tout à l'heure, pourquoi est-ce que je vous ai mentionné? Voilà ma première référence. Parce que ça ne vient pas du néant. C'est forcément à partir d'un certain nombre de lectures, un certain nombre de suggestions, un certain nombre de Il n'y a pas déductions. de fumée Impossible. sans feu. Exactement, exactement. Voilà. L'hypothèse. Et vous savez que vous n'êtes pas obligé d'avoir une hypothèse dans n'importe quel travail. Généralement, l'hypothèse, c'est lorsqu'il s'agit d'expérimentation. Mais lorsqu'il s'agit tout simplement de faire de la description, je peux me contenter d'un objectif de recherche. Il faut préciser. Pas d'un objectif, d'un objectif de recherche. Bien, la carte postale détournée de sa fonction première. Et encore une fois, vous avez l'impression que je me répète. Je suis obligé de me répéter pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Tout à l'heure, j'ai dit fonction, détournée de la fonction. Je suis obligé de me répéter. Et plus je me répète encore une fois, plus je m'entraîne et plus j'ai une vision claire. La carte postale détournée de sa fonction première, et là, je vous la rappelle. Quelle est cette fonction première? À savoir la transmission d'un courrier personnel de façon plaisante entre proches et amis. C'est vrai ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une invitation au voyage. Mais pourquoi? J'envoie une carte postale à un ami, un proche, donc de la famille, pour dire voilà où je suis. Voilà, tu peux admirer par carte postale. Donc la carte postale détournée de sa fonction première, à savoir la transmission d'un courrier personnel de façon plaisante entre proches et amis. Mais au plan de l'énonciation, que m'apprend détourner? Qu'est-ce qu'il est en train de montrer? Quelque chose que nous oublions très souvent.
que ce soit nous en tant qu'enseignants, donc universitaires, que nous oublions de mentionner à nos doctorants, que nous oublions de préciser à nos mastérants. La carte postale détournée, cet adjectif qualificatif, qu'est-ce qu'il montre? Il révèle mon positionnement. Oui. Au plan de l'énonciation, c'est La une trace de modernisation. subjectivité. C'est ma position. Et c'est là où je vois s'il y a un apport personnel ou pas. Est-ce que la carte postale, elle, a été détournée? Oui, par quelqu'un d'autre. Ouais. Mais qui l'affirme? C'est mon regard, c'est le regard C'est que là- moi j'ai c'est- porté. C'est là où réside l'originalité du travail. Exactement. C'est le Vous voyez? constat de départ. C'est le constat de départ. Mais ce constat qui a été fait par moi. Oui. Parce que quelqu'un d'autre aurait pu Il très aurait bien ne pas vu avoir cette autre vision chose. des choses. Oui. Mais c'est pour cela que vous devez préciser à vos étudiants, à vos doctorants, à vos mastérants, voilà la manière de montrer votre posture, la manière d'exprimer votre positionnement, votre position. L'originalité La de deuxième votre partie, travail. monsieur, la deuxième partie Oui. de la phrase peut être utilisée. C'est une hypothèse, n'est-ce pas? Oui, oui, on va terminer. Donc la carte postale détournée de sa fonction première, à savoir la transmission d'un courrier personnel de façon plaisante, c'est une invitation au voyage, Oui. entre proches et amis, peut-être, c'est un verbe de modalité, peut être Il y a une utilisé probabilité. à des fins de propagande. Pourquoi est-ce que j'utilise propagande cette fois-ci? Parce que tout à l'heure, n'oubliez pas mon fil d'Ariane, au départ, de quoi est-ce que j'ai parlé? Les pouvoirs. Propagande, c'est le terme politique. Oui. Est-ce que vous voyez toute la terminologie que je suis en train de ramasser? Propagande, j'ai parlé de politique, j'ai parlé de pouvoir. Donc je ne pourrais pas dire que c'est de la publicité, puisque politiquement on doit parler de propagande. Et puisque nous parlons de propagande, par rapport à quoi aussi? Par rapport à la légitimation. De quoi? De la mission, quoi? Civilisatrice. Oui. Donc vous voyez le terme, c'est le terme qui convient. Donc peut-être utilisé à des fins de propagande au service d'une politique expansionniste. Et là, c'est- Pourquoi expansionniste? Puisque je l'ai dit, c'est une mission de colonisation. Oui. Donc c'est le terme qui convient, l'expansion territoriale. Vous voyez? Donc de la propagande au service d'une politique expansionniste, partant de cette idée. Partant de cette idée, c'est mon point de départ. Je pose l'hypothèse suivante. Et là, au risque de me répéter, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le verbe poser. Je pose l'hypothèse. Parce que qu'est-ce qu'une hypothèse? C'est ce que justement vous posez. Ok? Partant de cette idée, je pose l'hypothèse suivante. C'est une manière d'insister. Voilà ce que je dis. Voilà mon hypothèse. Et l'hypothèse, s'il vous plaît, qu'on s'entende une fois pour toutes. Vous n'êtes plus obligé d'avoir cette prudence de la méthodologie traditionnelle qui faisait qu'on utilise le conditionnel présent, par exemple. Vous voyez, on n'est pas obligé. Ou alors un certain futur. Non, non, on utilise le présent. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de présent atemporel, c'est une sorte de présent de vérité générale Oui. jusqu'à ce que je puisse confirmer ou infirmer. À vérifier. C'est à vérifier. La carte postale, et là j'en parle en tant que genre, n'oubliez pas, lorsque je parle en tant que corpus, en tant qu'échantillon, c'est les cartes postales, mais là en tant que genre, la carte postale de la période coloniale, je répète, c'est obligé, précision, propage une culture informelle. Pourquoi informelle? Parce qu'elle est... Tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? À un certain moment, si vous vous rappelez, qu'est-ce que j'ai utilisé? Classique. J'ai utilisé le terme représentation. C'est comment est-ce que je les ai qualifiés? Implicite. Oui. Donc c'est implicite, là, qui rejoint tout simplement culture informelle. Vous voyez les termes qu'on utilise? Donc une culture informelle, quoi? De la légitimation expansionniste. Qui correspond à quoi? À la mission civilisatrice. C'est moi qui l'affirme. Donc ça demande d'être confirmé ou infirmé. Mais là, vous le voyez, j'ai mis un point. Parce que c'est moi qui le déclare. Ce n'est plus un titre, je le déclare. La carte postale de la période coloniale propage, c'est le présent de l'indicatif. Donc celui de la certitude, une culture informelle de la légitimation expansionniste. Jusqu'à ce qu'on m'apporte la preuve matérielle contraire. Oui. Vous me suivez? Les mots, ils sont C'est bien bon. pesés. Hein. Deuxième référence. Non, je vous l'ai dit. Pourquoi est-ce que je vous donne à chaque fois la référence? Pour faire preuve de rigueur scientifique, pour que vous ne puissiez pas me dire, attention,
c'est des choses que vous déclarez simplement comme cela. Non, non, je me suis reposé sur des références. Deuxième référence, et là, la carte postale de la période coloniale propage une culture informelle de la légitimation expansionnelle. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais repris? C'est mon intitulé. Cette fois-ci, c'est mon hypothèse. Bien. Voilà. La propagande se rapproche de la publicité en ce qu'elle cherche à créer, transformer ou confirmer des opinions et qu'elle use, ce qui est intéressant, le verbe user, qu'elle use en partie de moyens, instruments, médiateurs, de moyens qu'elle lui a empruntés. Elles sont distinctes en ce qu'elles visent un but politique et non commercial. Donc la différence entre propagande et publicité. La propagande influence. C'est logique. La propagande influence l'attitude fondamentale de l'être humain. Et si il y a influence d'une manière ou d'une autre, il y a manipulation. Oui. Il y a manipulation. Bien, la propagande influence l'attitude fondamentale de l'être humain. En cela, c'est-à-dire parce qu'elle modifie, parce qu'elle manipule, en cela, elle peut être une possibilité aussi rapprochée de l'éducation. Mais les techniques qu'elle emploie habituellement et surtout son dessein, c'est-à-dire son intention, donc c'est EI, de convaincre et de subjuguer sans former en fond l'antithèse. C'est-à-dire qu'elle fait le contraire de l'éducation, puisque l'éducation elle est explicite, l'éducation elle est volontaire. Voyez? Et là, c'est ça qu'avait dit Jean-Marie Doménach, la propagande politique. Voyez? Donc ce sont les idées sur lesquelles je me suis reposé. J'ai été obligé de faire une recherche documentaire, de passer la revue de la littérature. L'objectif de la recherche, n'oubliez pas, mon hypothèse, quel sera mon objectif? Mon objectif, encore une fois, je dois l'assumer. Je dois assumer que c'est mon travail. Mon objectif sera, là vous le constatez, nous utilisons le futur simple. Pourquoi? Parce que c'est un pré-projet. Lorsque vous aurez écrit l'introduction, vous n'avez plus le droit d'utiliser le futur simple. Dans l'introduction, vous dites mon autre objectif et où il a été. Bon, il faudra que les étudiants prennent conscience. Ça sera le futur simple parce que c'est une projection. C'est à venir, je ne l'ai pas encore réalisé. C'est une intention. Mon objectif sera quoi? De comprendre. Et je vous l'ai toujours dit. Lorsque vous voulez rendre compte d'un objectif en français, vous utilisez dans la mesure du possible un verbe d'action à l'infinitif. Ce qui n'est pas le cas en anglais, puisqu'en anglais on aura un substantif. Généralement c'est un substantif, c'est un nom. Et pour l'arabe également. Mon objectif sera de comprendre quoi? Comment la carte postale détournée, encore une fois, j'insiste, détournée de sa destination initiale. Cette fois-ci, destination initiale, c'est l'équivalent de fonction première. De sa destination initiale a pu. Pourquoi a pu? Parce que c'était la période coloniale. Nous ne sommes plus dans cette période-là. Donc, mon objectif sera de comprendre comment la carte postale détournée de sa destination initiale a pu servir quoi? La cause coloniale. Pourquoi est-ce que je ne me suis pas contenté de mettre cause coloniale uniquement en italique? Parce que l'italique, généralement, c'est pour mettre en valeur. C'est pour attirer l'attention. Les guillemets, c'est pour dire aussi, attention, ce n'est pas moi, ça ne m'appartient pas. Ou alors, c'est pour dire, ça m'appartient, mais j'utilise dans une acception particulière. Mais c'est une façon aussi de dire, au plan d'énonciation, je n'y adhère pas. Il y a quelque chose qu'historiquement, ils ont appelé cause coloniale. Mais c'est une expression dont je n'ai pas trouvé l'équivalent. Pour les besoins de mon exposé, je vous redonne cette expression. Une cause est toujours juste. Oui. Mais puisque je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, de malentendu, je vais utiliser leur expression. Mais pour m'en démarquer, au plan d'énonciation, je la mets entre guillemets. C'est leur cause, pas la mienne. Je n'y adhère pas. Voyez? Donc, détourné de sa destination initiale, a pu servir la cause coloniale en son temps. A pu. En son temps et évaluer. Ça, ce sont mes deux objectifs.
Mais en vérité, je n'ai qu'un seul objectif. Mais pour le concrétiser, je suis obligé d'utiliser des objectifs intermédiaires. Dans un premier temps, comprendre et évaluer. Est-ce que je peux évaluer si je n'ai pas compris? Non. Donc, je suis obligé d'abord de comprendre. On s'entend et évaluer. Donc, la valeur de la conjonction de coordination, ici, c'est la chronologie. Donc, c'est la succession. Et évaluer quoi? L'impact de son instrumentalisation. Instrumentalisation de qui ou de quoi? De la carte postale. Est-ce que la carte postale voulait servir la cause coloniale? Non. Une carte postale, c'est une invitation au voyage au préalable. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a subi? Elle a subi une instrumentalisation parce qu'elle a été mise à son insu au service tout simplement d'un certain pouvoir, au service d'une certaine propagande. Donc c'est pour ça que le terme instrumentalisation, il est fondamental. On s'entend et évaluer l'impact de son instrumentalisation subtile. Pourquoi subtil? N'oubliez pas, parce qu'auparavant, je vous ai dit représentation implicite, parce que je vous ai dit culture informelle. Vous voyez la construction de ma phrastique, de ma phraséologie, de mon énonciation. Chaque terme, en fait, il trouve des sous-bassements sur ce qui précède. Donc, son instrumentalisation subtile sur quoi? Sur les consciences citoyennes. Sur les consciences citoyennes de l'époque, hein, bien entendu. Au point de contribuer, puisqu'elle a été instrumentalisée. Elle va contribuer, donc participer. Contribuer à quoi? À la légitimation de la mission civilisatrice de la France en Algérie. Et parce que je n'y adhère pas, je l'ai mis encore une fois entre guillemets. Mais pour qu'il n'y ait pas de malentendu, j'ai repris tout simplement la formulation ou l'expression utilisée. C'est bon? Les Donc, voyez. sont terrandiques aussi. Hein. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Mais c'est votre interprétation. C'est votre interprétation. L'essentiel, ce qui m'intéresse moi dans cet exposé, c'est pour vous montrer que finalement, en respectant le principe de l'économie de la langue, en très peu de choses, nous pouvons dire beaucoup. C'est un peu le phénomène de l'aphorisme, vous voyez. En peu de mots, je dis beaucoup de choses. Mais en même temps, pour vous montrer qu'il ne s'agit pas de faire du bavardage scientifique. Il s'agit d'écrire. Et là, je vous interpelle en tant que membre des jurys de soutenance, vous montrer ce qui fait la valeur d'un écrit. Donc la valeur d'un écrit, ce n'est pas forcément le résultat auquel on a abouti. C'est aussi cette maîtrise de la langue qui est là. Parce que finalement, qu'est-ce que je suis en train de vous montrer en tant qu'exercice pratique? Je l'ai dit au départ, maîtrise du langage, maîtrise de l'argumentation et maîtrise de la conceptualisation. C'est ce que je suis en train de concrétiser sous vos yeux. Donc, il y a certains mémoires qui peuvent être intéressants, serait-ce que par rapport à l'énonciation, pas forcément par rapport aux idées véhiculées, mais l'énonciation, elle est remarquable. C'est bon? Troisième référence. Je dois légitimer. Bien. La Libye. Je vous dis, c'est des références qu'on peut ramasser, parce qu'au départ, lorsque vous lancez une requête sur Google et sur un moteur de recherche, vous ne savez pas sur quoi exactement vous allez tomber. Au départ, ça pourrait être des idées fort éloignées de vos préoccupations, mais qui peuvent vous aider. Ça va provoquer l'étincelle, le déclic. La Libye fit l'objet de cartes postales avec légende en français dès les dernières décennies de la domination ottomane. Ok? Le nombre des sujets se développa notablement lors de la guerre italo-turque de 1911-1912. Il fallut fournir des cartes postales aux soldats, aux fonctionnaires, aux premiers colons italiens et aussi populariser l'idée de la conquête de la Libye dans une Italie qui s'interrogeait sur le bien fondé de cette aventure. Vous voyez? De là, la multiplication des sujets qui présentent tous les aspects de la Libye et qui font souvent appel à des vues antérieures à la conquête. S'il l'en fait pour la Libye, pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas fait pour l'Algérie? Donc c'est à moi de montrer qu'ils l'ont fait pour l'Algérie. D'où l'intérêt et l'originalité, entre guillemets, du thème choisi. C'est-à-dire que finalement ce thème, est-ce que je l'ai inventé? Je ne l'ai pas inventé, mais je suis parti d'une réalité de quelque chose qui a existé. Sauf que je l'ai algérianisé. Je l'ai algérianisé. Vous voyez? Donc ça, c'est la troisième référence, et qui, au plan de la rigueur scientifique, va donner davantage de force, tout simplement. Ça va consolider. Oui, ça va consolider, exactement. Et là, je donne bien entendu la référence. OK? Quatrième référence.
Un exemple frappant ici. Il serait intéressant de comparer ce mouvement dévêtu-vêtu à ce qui se passe en Algérie où la femme arabe subit le mouvement inverse. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de consulter la plupart des cartes postales. Dans la plupart des cartes postales, la femme algérienne, elle est dénudée. Oui. Alors que c'est contraire au principe Surtout même de les notre tabous qui a religion. été Vous voyez? Bien, dévoilé, son corps est souvent montré dénudé dans les cartes postales. Vous voyez? D'accord? Donc là aussi, la référence. La méthodologie employée. Non, je vais vous l'envoyer par l'intermédiaire de M. Kmen. N'oubliez pas tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons dit? La carte postale de la période coloniale propage une culture informelle de la légitimation expansionniste. Donc, pour vérifier, je dois avoir la méthodologie. Je réaliserai, parce que c'est mon travail, quoi? Une revue exhaustive, relativement exhaustive, bien entendu, en fonction de la documentation qui sera disponible. Je réaliserai une revue exhaustive de la littérature portant sur la question de la carte postale et de son usage durant la période coloniale en Algérie, quitte à se répéter à chaque fois. Dans un premier temps, ma démarche, c'est-à-dire ma façon de faire, sera quantitative, puisque je tenterai de collecter un nombre significatif, au moins une cinquantaine, bien, de cartes postales relatives à mon thème. Vous comprenez pourquoi on est passé de la carte postale aux cartes postales, Oui. du singulier au pluriel. Le singulier, c'est la carte postale en tant que genre, en tant que support. Mais les cartes postales, c'est l'élément matériel, concret, tout simplement, de mon échantillon. Oui. Donc, puisque je tenterai, c'est une tentative, hein, c'est une tentative. Mon positionnement, le positionnement de l'énonciateur, puisque je tenterai de collecter un nombre significatif. Significatif, pas tout à fait, M. Ahmed. Il faut faire un peu la différence entre, qu'est-ce que vous avez dit, représentatif et significatif. Parce que si j'utilise le terme représentatif, c'est parce que j'ai la prétention d'aboutir à une généralisation par la suite, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais significatif qui a une certaine valeur. Vous voyez, qui a une valeur culturelle aussi. Vous voyez. Donc, des cartes postales relatives à mon thème. Dans un deuxième temps. Ici, la sélection, elle n'est pas aléatoire. Ah non, elle n'est pas forcément aléatoire. Puisqu'il a dit qu'il doit être significatif. Oui, parce qu'attention, comme on l'a dit par exemple, quelqu'un pourrait uniquement travailler sur les cartes postales représentant la femme algérienne. Oui. D'autres, ils pourraient tout simplement voir sur les paysages de manière générale. D'autres sur les enfants, ça dépend aussi. Bien, dans un deuxième temps, je construirai. C'est moi qui le construis. Dans un deuxième temps, je construirai quoi? Une grille. Vous le voyez, à chaque fois, c'est un déterminant indéfini. Une revue de la littérature. Une grille de lecture personnelle. À partir de quoi? De la description commentée des cartes postales collectées et de la littérature liée au sujet. Donc à partir de toutes les cartes postales que j'ai choisies, à partir de la littérature, c'est-à-dire des références que j'ai consultées, voilà, je vais construire une grille personnelle. L'approche sémantique. Pourquoi sémantique? Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, un nombre significatif. Il y a du sens quelque part. L'approche sémantique justifiera, je l'espère en tout cas, toutes les interprétations objectives auxquelles je pourrais parvenir. Je n'en sais rien, je ne l'ai pas encore tenté. C'est un projet à venir. Je pourrais, comme je peux échouer aussi. Oui. L'auteur ici aussi, il est en train de mettre de la lumière sur l'interdisciplinarité de son Exactement, sujet. oui, exactement. Parce qu'il est en oui. sociologie et en parallèle, il va en prêcher un autre domaine, les outils. Oui, exactement. Voilà. Donc la méthodologie employée. Voilà. Médiagraphie, pardon, oui. Revenons au champ de la recherche, vous aviez dit que... Sociolinguistique, critique des idéologies. Exactement. Oui. Quand on dit sociolinguistique, c'est-à-dire on a affaire à la langue dans la société, ou la Dans la langue par société, rapport à la oui. société. Oui. Voilà. Le corpus ici, c'est un corpus iconique, Oui. n'est-ce pas? Oui. Donc on est dans la sémiologie. Oui. Voilà, donc dans l'interprétation des signes iconiques. Mhm. Donc je voudrais savoir pourquoi on est inscrit dans la sociolinguistique.
Pourquoi dans la Non, sociolinguistique? Parce je que sais pas. vous le Pourquoi- savez, pourquoi pas vous dans le la savez, sociologie? généralement une carte postale, elle a un recto et un verso, n'est-ce pas? Oui. Sur le recto, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'imagerie, vous avez l'image. Mais généralement, sur le verso, c'est toujours accompagné d'un texte très très Donc, bref. donc ce ne sont pas les cartes postales vierges, c'est des cartes postales déjà envoyées. Et Généralement, les cartes postales, elles ne sont pas vierges. Ouais. Vous voyez, la plupart, elles sont timbrées, donc un timbre postal, pardon, légende. une date, une légende, etc. Oui. Mais bien qu'attention, cette sociolinguistique critique, comme vous l'avez dit, n'oubliez pas que je n'ai pas encore réalisé la chose. Il se peut que par la suite, en entamant mon travail, je puisse la rejeter. Mais en tout cas, elle va me donner quand même des pistes, une indication. Oui. Autre chose, monsieur. Quand on parle de discours, vous avez dit discours implicite, Oui. présupposé. On n'est pas dans la pragmatique. Si. Si, Donc, dans tout est-ce cela. que la pragmatique, c'est le, si on peut dire, l'outil le plus approprié pour... Pas forcément, puisque ici, qu'est-ce qu'elle vient de dire? J'ai choisi beaucoup plus la sémantique. Mais lorsque je choisis la sémantique, quelque part, je suis obligé aussi d'aller vers la pragmatique. Je ne sais pas, la dernière fois, rappelez-vous qu'est-ce que je vous avais dit. Lorsque vous avez un texte sous les yeux, quelle que soit la nature de ce texte, que ce soit un texte littéraire ou scientifique, ou journalistique ou autre, il y a toujours 5 aspects. Nous avons dit que dans cet ordre-là, le premier aspect, c'est l'aspect matériel. Est-ce qu'il est concis, est-ce qu'il est exhaustif, est-ce qu'il est bref, est-ce qu'il est long? Le deuxième aspect, c'est l'aspect verbal. Pourquoi verbal? Parce que ça pourrait être de l'écrit, ça pourrait être de l'oral, et parce que j'ai besoin de la langue. Le troisième aspect, il est forcément sémantique. Sémantique parce qu'il y a quelque chose qui est dit, il y a un sens qui est véhiculé. Et le quatrième aspect, il est forcément pragmatique. Pourquoi? Parce que c'est un acte de communication. Et enfin, le cinquième aspect, il est symbolique, parce que ce qui a été dit dans tel ou tel contexte va revêtir telle ou telle valeur symbolique pour telle ou telle culture. Vous voyez? Mais ici, il y a des choses que je suis obligé d'aller consulter, sur lesquelles je peux me reposer, comme vous l'avez dit, la sociolinguistique critique ou la pragmatique, sans que pour autant que ça fasse l'objet particulier de mon travail. Sinon, je risque d'être dévié. Autre chose, monsieur. Oui. Il y a certains termes ici qui appartiennent à l'analyse de discours. Par exemple, discours, légitimation. Donc, le mot légitimation, donc c'est un mot qui appartient à l'analyse de discours. Légitimation, il y a 4 termes qui vont ensemble. Donc, légitimation, crédibilité, je sais pas, oui, il y en a 4 de toute façon. Donc, ici, je vois qu'il y a un appel à ce que ça peut Nous être sommes abusif. obligés de passer par l'interdisciplinarité. Voilà. L'interdisciplinarité, la multidisciplinarité, si je veux avoir une vision objective des choses. Parce que si je me limite à une discipline en Donc, je peux particulier, faire appel à plusieurs... enfin, je suis obligé quelque part d'en faire appel. Sauf que là aussi, il y a une approche, il y a une discipline qui va prédominer par rapport aux autres. Exactement. Donc voilà la médiagraphie indicative. C'est un titre indicatif, hein, parce qu'elle est appelée à être enrichie. Vous voyez, donc là, c'est pour aller très très rapidement. Zoo humain, donc l'invention du sauvage. Albo-cardiaque, les cartes postales. Pourquoi est-ce que j'ai mis la deuxième référence en orangé, entièrement en orangé, enfin en jaune? Les références. Parce que c'est là où justement on peut directement puiser votre échantillon, quantitativement. Nous trouvons ces cartes postales dans 14 et 18. Vous voyez, je vais passer très très rapidement. C'est un certain nombre la 5e référence, là où c'est par rapport à un colloque. Ce colloque entend explorer le rôle qu'un objet a priori banal, tel que la carte postale, a pu avoir dans la culture visuelle et littéraire des 20e et 21e siècles. Vous allez me dire, mais ce n'est pas la période coloniale, c'est l'idée qui m'intéresse. Il s'agira, c'est un colloque à venir, il s'agira d'étudier jusqu'à l'époque contemporaine les différentes façons dont poètes, écrivains et artistes ont regardé, ont manipulé, ont joué avec la carte postale et comment ils se sont appropriés ou se sont opposés à ce modèle d'iconotexte, pour répondre à votre question, plus polémique qu'il n'y paraît. Nous privilégierons les approches synthétiques ou les approches croisées, non monographiques, permettant une relecture de ce médium moderne. Et c'est pour ça qu'on a utilisé le terme médiateur. Donc, on comprenait mieux pourquoi est-ce qu'on utilisait des termes plutôt que d'autres. Donc, là aussi, ça fait partie de la médiagraphie. Je passe très, très rapidement.